En fait, le personnage, pour moi, un personnage principal de roman, un héros, enfin un personnage réussi, c'est un personnage qui doit être à la fois un personnage qui nous ressemble, à nous tous, auquel on va pouvoir s'identifier, c'est important, et en même temps, ce personnage, on va dire banal, entre guillemets, doit aussi être un héros de roman. Et c'est toute la difficulté. Alors, héros, pas au sens, voilà, Superman ou James Bond, mais en tout cas, un personnage qui va être capable de surmonter toutes les épreuves auxquelles il est confronté. C'est ça un héros, c'est-à-dire, lui est une espèce de modèle pour le lecteur où on se dit, bah, ouais, il va y arriver, il va réussir à surmonter tous ses problèmes. Donc voilà, il faut qu'il ait ces deux casquettes-là. Et après, le dernier truc, c'est il faut qu'un personnage, c'est très très important, génère l'empathie, en fait, c'est-à-dire le lien immédiat qui va se tisser entre un lecteur qui ouvre un livre et qui va rencontrer ce personnage pour la première fois. Et justement, ce personnage, on doit tout de suite l'aimer, en fait, on doit l'aimer rapidement. Et il faut réussir à créer cette connexion, donc faire que ce personnage qu'on croise pour la première fois, il est empathique, qu'on ait envie de suivre ses aventures. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que mes personnages sont crédibles et intéressants? Le sont-ils? Ils ont l'ambition de l'être, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Ça, c'est autre chose. Ça a été un processus assez long chez moi. En fait, les deux premiers romans que j'ai écrits, il y a des choses que j'ai réussi sur les personnages, d'autres que j'ai beaucoup raté. À partir du troisième, donc c'est Citoyens clandestins, j'ai commencé à affiner ma méthode de travail et donc je me suis... Moi je suis un écrivain qui n'a pas confiance en lui, donc j'essaie d'éliminer les problèmes au fur et à mesure. Les problèmes de fond, je les élimine pendant la phase de documentation. Les problèmes de structure, je les élimine dans la phase de planification. Et les problèmes de forme, c'est-à-dire le style d'écriture et éventuellement ce qui va donner un peu d'épaisseur au personnage, ça arrive dans la phase de rédaction. Donc j'essaye d'éliminer les problèmes au fur et à mesure, ce qui fait que jusqu'à la phase de rédaction, pour moi les personnages sont ce sont des fonctions et des pédigrés. Donc la première façon de les rendre crédibles, c'est de leur faire des pédigrés qu'ils le soient. Et ça, c'est la documentation qui permet de le faire. Donc si vous prenez un policier, qu'il a un certain âge et qu'il est dans un certain type de service, il va forcément être passé par un parcours particulier. En tout cas, il va avoir un parcours moyen qui peut être connu et identifié. Et donc c'est ce parcours-là. Et c'est en discutant avec des policiers qu'on arrive à voir un peu quelles sont les filières qui amènent à tel endroit, à tel moment, dans la vie d'une carrière de policier. Du coup, j'ai pas ce rapport que peuvent avoir d'autres auteurs où ils ont envie d'avoir un policier, ils lui donnent un titre, ils lui donnent une fonction, et comme par hasard, c'est toujours des policiers qui sont tout à fait hors normes par rapport à ce qu'on peut croiser dans le... Moi, je suis dans la démarche tout à fait inverse. Il faut qu'ils soient extrêmement dans la norme. Alors ça, c'est toujours compliqué, d'autant plus que les personnages que certains trouveront crédibles, d'autres les trouveront stéréotypés ou inversement. Moi, j'ai tendance à ne pas spécialement aimer les personnages qu'on pourrait dire entre gris clair et gris foncé. C'est-à-dire les personnages qui vont être certes souvent très crédibles, ressembler à des personnages qu'on pourrait rencontrer dans la vie, mais qui seront relativement neutres. Mais qui apparaîtront réalistes. C'est vrai que j'ai tendance à préférer des personnages qu'on pourrait qualifier de stéréotypés. En tout cas, des personnages qui, dans un premier temps, sont surtout caractérisés par un ou deux éléments, qui peuvent être un trait de caractère un peu exacerbé, qui peuvent être un trait physique. Enfin voilà, c'est quelques éléments qui vont caractériser ces personnages, et ensuite c'est l'histoire qui va les faire évoluer. Mais souvent, effectivement, j'aime bien ne pas forcément leur donner une immense complexité de départ, qui là encore va peut-être les rendre finalement pas spécialement attachants, pas spécialement reconnaissables, et quitte à forcer un petit peu sur la caricature au début, et à ce que ces personnages gagnent de l'épaisseur au fur et à mesure de l'écriture et du roman. Et puis après,
c'est très ambigu cette histoire de stéréotype ou de caricature, parce qu'en fait la caricature est aussi un art qui permet de dire, bah voilà, un personnage qui va être un petit peu trop drôle, un petit peu trop jaloux, etc. C'est aussi une façon de forcer le récit, que le récit soit romanesque et ne soit pas seulement plat. Donc il y a cet art enfin, moi je défends cette idée que les personnages peuvent être plus courageux, plus forts, plus beaux, plus lâches, toujours plus quelque chose dans un roman, parce qu'on est dans une fiction, donc il y a ce trait. Au fur et à mesure, quand même, j'anime des ateliers d'écriture. J'ai fait des fiches de personnages, des interviews de personnages, mais je ne le fais pas personnellement. Par exemple, pour les ateliers d'écriture chez les enfants, je dis qu'est-ce qu'il a dans sa poche, qu'est-ce qu'il a dans son cartable, est-ce qu'il a un secret, son doudou. Mais moi, je ne me pose pas les questions à l'avance. Ça peut survenir, mais dans Galère, il est allé se promener, mon héros, qui s'appelle Alexandre, et il voit chez un antiquaire un fauteuil à bascule et il l'achète avec sa carte de crédit. C'est un riche orphelin et il le ramène chez lui et ça lui change la vie. Et moi, dans ma vie personnelle, je viens d'acheter un fauteuil à bascule aussi. Mais tout ça, c'est au moins, c'est pas consciemment prémédité. Je suis, c'est complètement farfelu, inattendu. Je me surprends moi-même tout le temps, et je crois que si je ne me surprenais pas, ça serait pas amusant pour moi. Non, ce sont vraiment des personnages de fiction et comme tels, ils sont extrêmement finalement mêlés de personnages ou de personnes que je peux connaître, mais en général, ils appartiennent à la fiction. Ils n'ont pas de pendant ou de correspondant. J'en sais rien parce que il y a autant de manières de fabriquer le personnage que de personnages eux-mêmes. Certains personnages vous viennent, ils sont déjà tout ficelés. Je prends un exemple dans mon dernier roman, je vais chercher comme personnage principal un personnage secondaire d'un roman antérieur. La petite fille de 10 ans, elle est là. J'ai à imaginer les 20 ans qui ont séparé le premier volume du dernier. Enfin, c'est un travail d'une certaine manière de prospective. Le personnage existe déjà. Vous avez aussi d'autres types de personnages qui sont pris à partir de la réalité. Je prends toujours l'exemple de mon dernier livre. Monsieur Jules, c'est Michel Simon. Quand j'ai imaginé le personnage, j'ai imaginé cet acteur qui est décédé depuis très longtemps, hein, et que votre génération ne connaît plus. Mais c'est un très grand acteur dans la génération où je découvrais le cinéma. Et en fait, cet acteur-là condensait des grands traits de mon personnage et d'une certaine manière, cet acteur est devenu mon personnage. Et puis vous avez des personnages dont vous avez simplement un embryon et qui vont naître par la magie de l'écriture. C'est le cas. Je prends toujours des exemples à partir du roman parce que je pense que pour ceux qui nous regarderont, qui écouteront notre entretien, ça sera peut-être un peu plus concret. Dans le dernier roman, qui s'appelle Miroir de nos peines, j'ai un personnage désiré. Au début, c'est simplement un menteur, j'ai simplement besoin d'un menteur. Et puis, plus j'avance dans la narration, plus je prends de plaisir, et plus je me rends compte qu'en dépliant le personnage, j'y gagne. Il prend de l'ampleur, et en même temps, il prend des ambiguïtés, il y a des angles morts. Alors, les angles morts sont toujours bien utiles, hein, c'est ce qui permet aux autres personnages de s'engouffrer dedans. Donc, à ce moment-là, je me rends compte qu'il a plus d'importance que je lui en donnais a priori, et je laisse filer jusqu'au moment où il va me poser problème. Jusqu'au moment où il va manger la narration, où il va phagocyter mon intrigue. Donc en fait, tout ça pour vous dire, je ne peux pas vous dire comment naît un personnage, parce que s'il y avait une méthode, je l'aurais isolé, je vous le dirais pas, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a plein de méthodes selon lesquelles ça naît. Je ne pense pas qu'il faut s'obnubiler sur comment on construit un personnage. Il y a tellement de méthodes différentes par lesquelles un bon personnage
peut survenir qu'il ne faut pas chercher trop la méthode. Il vaut mieux être dans le travail. Je suis trop bavard. Non, du tout, du tout. Je pense que je vais vous poser 2 questions et après je vous laisserai. Mix de tout. Ça peut être très bien un oncle qu'on a connu, une personne qui a eu un problème une fois dans sa vie, puis qui a quelque chose qui revient, et puis des fois ça peut être complètement construit, ou des fois un fait divers qu'on lit, ou même une personne qu'on rencontre au détour d'un voyage, d'un transport en commun, et puis dont la physionomie interpelle, ou voire même la façon dont elle s'habille. Voilà, c'est un mix de tout ça. Bah, c'est souvent des rencontres en fait, des gens que j'ai rencontrés sur place qui m'inspirent des choses. Alors c'est pas eux, mais des traits de caractère ou des choses comme ça en fait. Mais souvent je me sers quand même beaucoup de l'histoire du pays. Et donc il faut que je trouve toujours un enquêteur qui soit journaliste ou qui soit détective ou flic pour qui me donne de la matière pour pouvoir parler du pays. Donc c'est surtout aussi les victimes que je choisis pour qu'elles me donnent sociologiquement, historiquement de quoi parler, quoi. Mais souvent c'est quand même plutôt des gens qui sont en lutte. En tout cas, même si des victimes, c'est pas des gens qui plient. Voilà. C'est pour ça que mes bouquins sont assez violents. C'est aussi parce que mes héros, mes protagonistes, ils sont souvent en lutte, quoi. C'est que en fait, le personnage, il pose un problème d'effet d'optique. C'est que comme le personnage conduit la narration, on a l'impression que c'est lui le plus important. Et donc on a tendance à aller du côté du personnage et au fond de négliger un tout petit peu l'intrigue au profit du personnage. Dans le roman policier, on fait souvent l'inverse. On va privilégier la mécanique narrative au détriment du personnage. Le prototype, pour faire court, c'est Agatha Christie ou Sherlock Holmes. Hein. Sherlock Holmes, c'est un personnage qui n'a pas d'affect. Et si vous trouvez un étudiant parmi les vôtres qui pleure à Miss Marple ou à Sherlock Holmes, il vaut mieux qu'il aille consulter, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 types de romans, pour faire court. Hein. Les romans qui vont privilégier le personnage et les romans qui vont privilégier l'intrigue. Les deux sont déséquilibrés. Donc je me permettais de vous arrêter, je ne peux pas considérer que le personnage est seul le moteur de la narration. Il y a un aller-retour permanent entre la construction narrative, la construction de la fiction, hein, l'intrigue proprement dite, avec l'ensemble des sous-intrigues, et la question de la stratégie des personnages. Et si vous n'êtes pas en permanence dans la relation dialectique entre l'un et l'autre, vous risquez d'avoir un roman qui est un peu déséquilibré. En tout cas, c'est un peu le sentiment que j'ai, et c'est la crainte que j'ai, et c'est la raison pour laquelle je travaille toujours les deux vraiment concurremment. Donc là, la crédibilité, elle commence pour moi à cet endroit-là. Évidemment, elle est aussi dans l'établissement du pédigré, c'est quel a été le parcours familial, ce qui permet d'ébaucher certains grands traits de caractère, sachant que je reste quand même très circonspect par rapport au déterminisme absolu. Je ne pense pas que c'est parce qu'il nous est arrivé certaines choses petites qu'on va forcément évoluer d'une certaine manière ou d'une autre. Bon. Et donc quand je suis à la phase de rédaction, et ça c'est un truc qui s'affine au fil des livres, c'est là que je commence à leur amener de la matière psychologique à mes personnages, à les cerner un peu mieux et à voir quel type de réaction il est à peu près cohérent qu'ils aient du début à la fin d'un livre, sachant que pour bien faire, il faut toujours quand même qu'un personnage parte d'un endroit et arrive à un autre endroit, alors sans avoir forcément complètement changé, mais en ayant évolué, on va dire ça comme ça. Parce que dans la vraie vie, les expériences de vie nous marquent et donc nous font quand même changer aux marges par rapport à ce que nous sommes au départ. Donc ça c'est une chose. Et puis comme je suis un partisan du moins égale plus, j'ai tendance à penser que notamment, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'école littéraire du behaviorisme, c'est une école qui passe beaucoup par les manifestations extérieures des choses plus que par l'intériorisation de la psychologie. Donc la psychologie des personnages, elle va passer beaucoup à travers ce qu'on peut percevoir de leurs réactions et de leurs gestuels et de ce qu'on arrive à discerner de leurs réactions, notamment au cours de conversations
qui rend compte un peu de trucs, un peu à la manière de ce qui se passe dans la vraie vie. Je veux dire, dans la vraie vie, quand vous parlez avec des gens, vous n'avez pas forcément toujours une bulle au-dessus qui se dit là il est très énervé, ou là il est très triste, ou là il est vachement joyeux. C'est en général l'attitude des gens qui vous... J'essaye de faire ça, et de m'en tenir à des manifestations qui soient des manifestations crédibles et véristes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, cette accumulation de petits détails qui pris séparément ne sont pas grand-chose, finissent par dresser des portraits qui sont assez cohérents et assez plausibles de personnages qui évoluent dans certaines organisations, quelles qu'elles soient humaines. Voilà. Et puis, une dernière chose, c'est que les personnages peuvent être aussi remplir des fonctions sociologiques. C'est-à-dire que moi j'aime bien aussi que mes personnages, si c'est un personnage pauvre, effectivement, il va représenter une catégorie. Et donc en sociologie on appelle ça des idéotypes, c'est-à-dire qu'on va prendre des catégories, on va faire rentrer quelque part les gens dans des cases qui sont des typologies mais qui permettent finalement de simplifier la réalité. Et c'est vrai que souvent les personnages dans les romans pour moi doivent être aussi des idéotypes. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez faire comprendre, je ne sais pas, qu'il y a, comme dans Un avion sans aile, qu'il y a une famille riche, une famille pauvre, à un moment donné vous devez quand même caractériser ces personnages comme dans la vraie vie, pour faire comprendre qu'effectivement être riche et être pauvre c'est pas la même chose, ils ne pratiquent pas les mêmes loisirs, ils ne s'habillent pas de la même façon. Alors certains pourraient y voir une forme de caricature ou une forme de stéréotype, mais en réalité c'est aussi une façon de simplifier la réalité pour effectivement expliquer le monde et faire passer une valeur qui peut être là pour les inégalités sociales. Alors après évidemment c'est plus complexe puisque c'est un degré de finesse. Évidemment si vous arrivez de façon très brutale en disant il y a les riches, il y a les pauvres, vous n'allez absolument pas passionner vos gens. Mais sur le fond, voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent faire que vos personnages immédiatement vont effectivement être en partie rangés dans des cases qui font que les lecteurs vont reconnaître ces cases, ce qui n'empêche pas après de bousculer ces cases. Voilà, donc mon conseil, ça serait de ne pas avoir peur quand même du stéréotype, même s'il faut savoir le manipuler avec précaution.